Messieurs et dames, bonsoir et merci de nous rejoindre à ce 20h sur True TV. Rendez-vous d'information dont voici les titres. Journée nationale de la liberté de la presse 2020. Le journalisme à l'épreuve de l'éthique et de la déontologie en période électorale. La question était en débat au Centre national de presse Norbert Zongo. Et puis projet de transport et de développement des infrastructures urbaines. Le Premier ministre a donné le coup d'envoi des travaux d'aménagement et de bitumage de la rocade est de Koudougou. Encore une fois, merci de nous suivre. Nous le disions en titre, à quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale du double scrutin de novembre prochain, eh bien, le comité de pilotage du Centre national de presse Norbert Zongo pose le débat sur l'éthique et la déontologie du journaliste en cette période, un moment où la communication, la propagande même prend le dessus sur tout et oblige le journaliste à plus de rigueur. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la célébration de la 22e édition de la Journée nationale de la liberté de la presse. Michael Tougri. La célébration de cette 22e édition de la Journée nationale de la liberté de presse au Burkina Faso aborde à ce panel la question de l'éthique et de la déontologie à l'épreuve du double scrutin de novembre 2020. Une période au cours de laquelle, explique le professeur Serge Théophile Balima, les hommes et femmes de médias devront redoubler de vigilance et s'attacher aux valeurs de l'éthique et de la déontologie du métier pour éviter tout conflit d'intérêts. On se rend compte de plus en plus que les idées ne suffisent plus pour être élues. Parce que les médias jouent de plus en plus un rôle important. Les médias sont des passages obligés. Donc, ce qui va mettre le journaliste au centre même de toutes les préoccupations. Alors, dans un tel contexte, le journaliste doit savoir observer la distanciation nécessaire. Parce que s'il ne sait pas observer la distanciation nécessaire vis-à-vis donc des protagonistes, il pourrait devenir lui-même un acteur qui va développer son aptitude à servir l'homme ou la femme politique. En cette période où l'enjeu devient de plus en plus grand pour les candidats aux différents scrutins, la rigueur dans la profession doit guider le journaliste considéré comme un acteur de pouvoir. Pour le professeur Serge Théophile Balima, l'information est un enjeu de communication politique en cette période électorale. Et pendant cette période, les journalistes deviennent l'objet de convoitises de la part des acteurs politiques. Dans sa communication, l'enseignant a aussi mis en parallèle le contexte dans lequel le journalisme exerce son activité et cette période électorale a fort enjeu. Le défi du journaliste en période électorale reste le contexte dans lequel vous allez pratiquer votre journalisme en période électorale. Et le contexte, c'est quoi? Vous avez les conditions de travail qui riment souvent avec la précarité. Vous avez la tentation de céder à l'appât du gain, parce que le journaliste, c'est pas une machine, c'est un être humain qui est fait de chair et de sang, donc qui, légitimement, j'allais dire, peut avoir aussi ses sentiments, avoir des ressentiments et avoir des faiblesses. Donc, toutes choses qui peuvent contribuer à entraîner une baisse de son éthique professionnelle. Ce panel sur la problématique de l'éthique et de la déontologie en période électorale ouvre ainsi le bal d'une série d'activités entrant dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la liberté de presse au Burkina Faso. Sortie de la 31e promotion de l'École nationale des régies financières ENAREF, les impétrants au nombre de 186 répartis dans les cycles A, B et C ont reçu ce mardi 20 octobre leur parchemin de fin d'études. Cette cérémonie de remise des diplômes a été placée sous le patronage du Premier ministre Christophe Dabiré. Le compte-rendu de Sanata Séré. Émergence, c'est le nom de baptême de cette 31e promotion de l'École nationale des régies financières, ENAREFA. Cette promotion qui compte 186 lauréats répartis dans les cycles A, B et C vient renforcer un tant soit peu le personnel du ministère de l'économie, des finances et du développement. Et parmi ces lauréats, l'on compte 50 en comptabilité, 55 en finance, 66 en fiscalité et 11 en statistique. Chers élèves, chers lauréats de la 31e promotion, élèves de la promotion Émergence, vous voilà au terme de votre formation qui a duré 18 mois pour certains, 24 mois pour d'autres. Je vous félicite pour les résultats. Vous avez dû relever des défis importants au niveau intellectuel et nous sommes convaincus que vous saurez tirer parti des connaissances apprises à l'ENAREF pour votre insertion
ou votre réinsertion professionnelle. Vous serez bientôt redéployés dans vos administrations respectives. Je vous exhorte à travailler conformément aux lois et règlements de vos métiers. Les nouveaux diplômés ont également reçu les encouragements et les félicitations de leur ministre des tutelles, représentant le Premier ministre, patron de la présente sortie de promotion. Lassane Kaboré a, au cours de cette cérémonie solennelle, invité ces derniers à exercer leur métier dans le strict respect des règles d'éthique et de la déontologie. Gardez à l'esprit que vos talents et les valeurs intrinsèques éclosent dans la vertu. Je vous invite par ailleurs, à la suite de votre marraine, à ne pas vous complaire dans la routine. Restez au contraire passionné par ce que vous faites, en prenant la pleine mesure de vos responsabilités que vous assumerez avec fierté, loyauté et dévouement. Il vous faut en conséquence aller au-delà du diplôme et de la connaissance théorique pour vous distinguer sur le plan professionnel. Et en référence à leur nom de baptême, les impétrants ont pris l'engagement de faire preuve d'émergence dans l'exercice de leurs fonctions. Ces lauréats sont issus des administrations publiques, parapubliques et privées du Burkina Faso et de la sous-région. Ils ont été sanctionnés chacun à l'issue de cette cérémonie de sortie de promotion par un diplôme de fin de cycle. Après avoir inauguré l'avenue Philippe Zinda dans la cité du Cavalier Rouge, hier lundi 19 octobre, le chef du gouvernement Christophe Dabiré a procédé au lancement des travaux de bitumage de la rocade est de Koudougou. Longue de 7 km, les travaux de cette rocade vont coûter environ 3 milliards de francs CFA. Cela est financé par la Banque mondiale et la coopération suisse. La durée des travaux, 6 mois. Maxime Jean-Eudes de Bambara. Le Premier ministre Christophe Dabiré procédant au lancement officiel des travaux de bitumage de la circulaire de Koudougou, communément appelée Avenue 56. Après Ouagadougou et Bobo Dioulasso, Koudougou est donc la troisième ville du Burkina Faso à bénéficier d'une voie de contournement. Longue de 7 km, la réalisation de cette rocade est de Koudougou s'inscrit, selon le chef du gouvernement, dans une politique de fluidification du trafic urbain et d'amélioration de la mobilité urbaine. Nous lançons les travaux d'une voie de contournement maintenant. Cela veut dire que le développement est en marche au niveau de Koudougou. Et je voudrais me féliciter avec l'ensemble des populations de Koudougou parce que ce sera l'une des villes qui aura une voie de contournement, ce que l'on appelle généralement la circulaire. Il y a une voie de contournement en construction au niveau de Bobo Dioulasso. Aujourd'hui, nous lançons les travaux d'une voie de contournement au niveau de Koudougou. On ne peut que se féliciter. Et toutes ces actions qui visent à faire en sorte que nos villes deviennent des métropoles, toutes ces actions s'inscrivent dans la vision que le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a du développement urbain au niveau national. D'un coût global de près de 3 milliards de francs CFA, les travaux sont financés par la Banque mondiale et la coopération suisse. Et l'infrastructure sera, à en croire le ministre Éric Bougouma, alimentée par un réseau d'assainissement et de canalisation d'eau. Il s'agit d'une route en 2 fois 2 voies avec un terre-plein central, avec des caniveaux de chaque côté et avec l'éclairage public, exactement comme la circulaire que nous avons à Ouagadougou. En plus de la route elle-même, il y aura la réalisation de canaux de drainage des eaux de pluie, n'est-ce pas, qui obstruent et qui créent des inondations lorsque nous assistons à des pluviométries comme ce fut le cas cette année. Donc ces canaux vont couvrir 2,5 km et vont permettre de protéger non seulement cette rocade qui va être construite, mais également d'assainir les différents quartiers qu'elle traverse. 6 mois, c'est le délai imparti aux entreprises pour la réalisation de cette rocade, dont les travaux sont placés sous le contrôle de l'Agence des travaux d'infrastructure du Burkina, AGETI. À noter que peu avant, le chef du gouvernement a, toujours dans la cité du Cavalier Rouge, procédé à l'inauguration de l'avenue Philippe Zinda, longue de 9 km. La deuxième session ordinaire de l'année 2020 du Conseil économique et social a connu son épilogue ce lundi 19 octobre 2020. Durant les 3 semaines de travaux, les conseillers ont réfléchi sur la stratégie de mobilisation des ressources endogènes de développement durable au Burkina Faso. L'état des lieux, les défis et perspectives ont été dégagés pour une meilleure mobilisation justement de ces ressources. Sanata Siré.
Les conseillers économiques et sociaux ont, au cours de cette session ordinaire, procédé à une analyse approfondie de l'état des lieux de mobilisation des ressources intérieures du pays, tout en identifiant les impératifs de la mobilisation des ressources endogènes pour un développement durable du Burkina Faso. La présente séance qui vient d'être close était le lieu par excellence pour cette institution de chercher des solutions idoines pour une mobilisation efficace des ressources endogènes dans un contexte sécuritaire et sanitaire difficile. D'ores et déjà, nous pouvons légitimement être fiers et nous féliciter du travail accompli. Cette réflexion plurielle et intense, nous l'avons menée dans l'optique d'atténuer le niveau de dépendance de notre pays à l'aide publique au développement et aux investissements directs étrangers. D'autant plus que ces apports extérieurs sont de plus en plus réduits, instables et fortement tributaires des priorités souvent géopolitiques ou stratégiques des partenaires au développement. Au terme des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées par les conseillers à l'endroit de l'État ainsi qu'aux acteurs de l'économie informelle. Des recommandations qui sont entre autres la promotion de l'équité fiscale, l'amélioration du système d'information sur les transactions économiques et l'instauration d'un quitus fiscal pour les postes électifs et nominatifs dans les hautes fonctions de l'État. Nous avons estimé qu'il faut une gouvernance par le modèle, par l'exemple. Et ceux qui doivent nous gouverner, ceux qui doivent nous diriger, doivent donner l'exemple qu'eux-mêmes ils payent leurs taxes, leurs impôts. Donc il faut que ils aient ce quitus-là pour prétendre à des postes de nomination ou à des postes électifs. Ça, c'est une des recommandations que je vous cite. Et à l'endroit, par exemple, du secteur minier, nous avons recommandé la construction d'un système intégré, rigoureux et efficace de contrôle de la production minière. Parce que nous avons, au diagnostic, trouvé qu'il y avait beaucoup de pertes pour notre État. Et nous avons estimé que cela n'était pas normal. Donc il faut vraiment un contrôle pour minimiser les pertes de mobilisation au niveau du secteur minier, qui reste un des plus grands pourvoyeurs de ressources endogènes. Le Conseil économique et social est une institution à caractère consultatif, créée en 1959. Il compte 90 conseillers, dont un président et 4 vice-présidents. Ces membres chargés de donner leur avis sur les questions à caractère économique et social sont issus des différents secteurs d'activité socio-économique du Burkina Faso. Dans le cadre de sa tournée dans les 13 régions du Burkina Faso pour la préparation du Forum national des personnes handicapées qui aura lieu d'ailleurs le 27 octobre prochain, la ministre en charge de la solidarité nationale était ce 18 octobre à Tinkodogo, dans la région du centre-est. Elle a échangé avec les personnes en situation de handicap de la région et recueilli leurs préoccupations. Le point avec Abdoul Rahim Niénié. Les personnes handicapées de la région du Centre-Est demandent la construction d'un centre de formation professionnelle, l'amélioration de l'accès aux terres aménagées pour l'agriculture et l'accès gratuit aux soins et la promotion de la scolarisation des enfants vivant avec un handicap. Après plus de 3 heures d'échange, les représentants de cette couche vulnérable de la région du Centre-Est ont égrené les problèmes qui entravent leur participation au développement socio-économique du Burkina Faso. Bon, on a présenté au moins 4 doléances. Premièrement, il y a l'inclusion à la société, le travail des personnes handicapées, l'inclusion sociale et exclusive à l'éducation. Elle nous a fait comprendre qu'en fait, on ne doit pas être... c'est pas parce qu'on est handicapé, on doit se sentir marginalisé, non? Et puis, on doit travailler avec notre handicap pour pouvoir relever les défis. Face aux personnes handicapées du Centre-Est, le ministre en charge de la solidarité nationale s'est voulu clair. Certaines préoccupations ne sont pas réalisables car jugées discriminatoires. Ici, nous allons travailler sur le centre de formation, comme tantôt partout. Nous allons travailler sur les AGR pour augmenter le nombre de bénéficiaires et surtout former les gens aux AGR. Et surtout aussi, ils ont demandé l'accès aux terres aménagées pour l'agriculture et même l'élevage aussi. Je dis, dans ce cas, il faut des projets.
Il faut des statistiques pour que nous puissions définir le quota de ces personnes sur les terres aménagées. Maintenant, ce qui concerne les parcelles, vous savez, les parcelles aussi, c'est la même chose. Ils doivent remplir les conditionnalités. Ce n'est pas parce qu'on est personne handicapée qu'on a droit à tout. On a priorité surtout, mais on n'a pas droit à tout. C'est selon la vulnérabilité, selon l'état social de la personne qui donne accès à certains services de l'État gratuitement. Ce forum de la région du Centre-Est s'est tenu en prélude au Forum national des personnes handicapées qui se tiendra autour du thème « Protection et promotion des personnes handicapées dans un contexte de crise sécuritaire, défis et perspectives ». Ce cadre d'échange permet de recueillir les préoccupations de ces personnes qui, selon Marie-Laurence Ilboudo, doivent être prises en compte dans le processus d'un développement inclusif. Intéressons-nous à présent à un club de jeunes qui s'est donné pour mission de lutter contre le tabagisme. Il s'est fixé aussi comme objectif de sortir 200 jeunes de l'emprise de la cigarette. Il a été lancé officiellement le samedi 17 octobre. Pour cela, un nouveau projet. Il est dénommé Zéro étudiant fumeur. Le reportage de Fatimata Nikema. Le projet Zéro étudiant fumeur a pour objectif d'éradiquer le fléau qu'est le tabagisme en milieu scolaire et estudiantin. Ce projet, porté par le Club des jeunes contre le tabagisme, permettra, selon les initiateurs, de sensibiliser les jeunes fumeurs et de promouvoir l'unité de sévrage tabagique. Sur le terrain, il y a la sensibilisation, mais également l'accompagnement et la prise en charge des étudiants et élèves qui veulent arrêter de fumer. Et également des rencontres. Bon, chaque 2 semaines, on va faire des rencontres. On a déjà des inscrits en fait. Des étudiants et élèves qui veulent arrêter de fumer, ils se sont inscrits. Et chaque 2 semaines, on va faire des rencontres, des cadres d'échange avec eux. La première phase du projet prévoit accompagner et suivre 200 jeunes fumeurs à travers des programmes de sévrage anti-tabagique. Et pour atteindre cet objectif, le Club des jeunes contre le tabagisme bénéficie de l'accompagnement de l'unité de sévrage anti-tabagique de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Dans l'unité de sevrage où nous travaillons, nous recevons des jeunes, des personnes qui veulent être aidées dans l'arrêt de la consommation du tabac. Et la plupart, c'est des jeunes. Nous nous sommes rendus compte que parmi les adolescents que nous recevons, nous nous sommes arrêtés juste de 15 à 21 ans. Il y a grosso modo 90% qui consomment et du tabac et de la drogue. Et on se rend compte que l'impact donc du tabagisme est assez important dans le milieu de la jeunesse. Et il convient qu'on s'engage en tout cas pour aider les jeunes afin que ceux qui fument puissent arrêter de fumer d'une part, mais que aussi beaucoup soient informés et ne s'engagent pas dans le tabagisme. Le projet Zéro étudiant fumeur s'est aussi fixé comme objectif la sensibilisation d'environ 10 000 élèves et étudiants sur les méfaits de la consommation du tabac pour la santé. Former 20 jeunes ambassadeurs de lutte contre le tabagisme et mettre en place une cellule de lutte anti-tabac dans 10 universités, lycées et collèges du Burkina Faso. Et cela entre octobre 2020 à octobre 2021. En marge de la journée mondiale du lavage des mains, le Centre international de référence pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement IRC Burkina a mené une série d'activités de sensibilisation. Et vendredi dernier, devant le stade du 4 août de Ouagadougou, l'IRC Burkina et ses ambassadeurs ont animé une séance d'aérobic et un cross populaire en vue de sensibiliser la population de la ville. Sanata Serré. C'est à travers cette séance d'aérobic suivie d'un cross populaire que le Centre international de référence pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement IRC Burkina a sensibilisé les Ouagavillois sur l'importance du lavage des mains. Ces activités qui entrent dans le cadre de la commémoration de la journée mondiale du lavage des mains se veulent interpellatrices et visent à prévenir un tant soit peu les maladies liées aux mains sales. Nous estimons qu'aujourd'hui, il y a comme un relâchement depuis qu'on a déconfiné après la grande crise du Covid. Tout le monde pense que maintenant qu'il n'y a plus le Covid, on n'a plus besoin de se laver les mains. Et pourtant, le lavage des mains, c'est un geste essentiel qui nous protège de beaucoup d'autres maladies que nous connaissons, qui nous pénalisent tous les jours, mais qui sont négligées. Et notre message aujourd'hui, c'est de rappeler à tout le monde que de la même manière qu'on a pu adopter massivement le lavage des mains entre mars, avril et mai à cause du Covid, il faut qu'on arrive à maintenir cette pratique dans notre vie quotidienne, dans nos domiciles, sur nos lieux de travail, quand nous allons dans une alimentation, quand nous faisons nos courses, quand nous allons à la banque. Partout où nous passons, nous attendons et nous espérons et nous devons exiger qu'il y ait de quoi se laver les mains et que tout le monde se lave régulièrement les mains. Au cours de cette journée commémorative,
3 personnes ont été élevées au rang d'ambassadeurs du lavage des mains, eau et assainissement par l'ISC Burkina. Et ce sont l'Imourissa Bizarroro, la blogueuse Basira Tukindo et l'opérateur culturel Salif Sanfo. Je pense que chacun de nous a été identifié par rapport au dynamisme et par rapport au travail qu'il fait sur le terrain. Et IRC a décidé de faire de nous des ambassadeurs du lavage des mains, des ambassadeurs eau, hygiène et assainissement. Et nous devons, partout où nous allons, porter le message de l'hygiène pour tous, de l'eau potable pour tous. Et vu que nous sommes en pleine dans la sensibilisation pour bouter le coronavirus hors du Burkina Faso, nous avons profité de cette occasion, la journée mondiale du lavage des mains, pour interpeller les autorités, interpeller la population, interpeller les organisations de la société civile, pour que nous gardions à l'esprit que ce geste simple peut sauver beaucoup de vies. Selon ces ambassadeurs, plus de 1000 personnes ont été touchées par leur activité de sensibilisation dans la ville de Ouagadougou. Les ambassadeurs ont, à l'occasion de cette journée, fait don de plus de 100 kits de dispositifs de lavage de mains aux différents médias, dont 13 au ministère en charge de la culture et 6 à l'office de gestion des infrastructures du stade du 4 août. C'est la fin de ce 20h que j'ai pris plaisir à présenter. Le programme se poursuit sur True TV et nous vous souhaitons bonne suite de programme.